Nous allons donc passer maintenant à la deuxième séquence de dialogue social dans les entreprises, donc pour accompagner ces transitions. Donc j'appelle Monsieur Sébastien Hervé, délégué syndical CFDT chez ERAM. J'appelle également Christophe Moureau, directeur de l'Agence des Pays de la Loire de l'OPP-BTP, Valérie Saroul, déléguée syndicale UNSA chez Sigma, et Thierry Soulard, directeur durabilité et développement durable chez Sigma. Si vous voulez bien venir. Bonjour. Bonjour. Et donc... Et ah, il en manquait un. Je ne sais pas serrer la main. Merci à tous. Donc, nous allons d'abord commencer par ERAM. Alors, nous excusons d'abord Nadège Kediak, la DRH de l'entreprise, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, malheureusement. Donc, alors, chez ERAM, vous avez, alors je crois que c'était quand même une initiative CFDT, mais vous avez signé un accord canicule en 2020, en 2022, suite aux épisodes de forte chaleur. Voilà. Donc, est-ce que, Sébastien, vous pouvez nous rappeler le contexte, voilà, comment vous avez décidé de porter ce sujet comme thème de négociation et d'accord? Oui, alors tout à fait. Bonjour à tous. En fait, le constat, on l'a tous fait dans les dernières années, les vagues, les différentes vagues de chaleur qui nous ont tous touchés. Particulièrement, nous, au niveau du groupe ERAM, au niveau du Maine-et-Loire, on avait 2 sites industriels, donc 2 usines et 7 entrepôts. Donc en gros, ça faisait environ 700 salariés dans le Maine-et-Loire qui étaient dans ces lieux de travail. Et ces lieux de travail qui sont des anciennes usines généralement, et du coup qui ne sont pas du tout équipés contre les fortes chaleurs, etc. Donc on a eu des vraies problématiques vécues par les salariés lors des vagues de chaleur, avec tous les symptômes qui peuvent arriver, avec des évanouissements, etc. Bon, bref, en tout cas, des vraies problématiques rencontrées. En 2021-2022, moi je suis coordinateur CFDT pour l'ensemble des délégués syndicaux du groupe. Et du coup, il y a un délégué syndical, Yvon Pacrou, pour ne pas le citer, qui est dans une de nos unités logistiques, ERAM Logistique, qui m'a dit il faudrait qu'on voit comment on peut faire pour cadrer les choses. Parce qu'à l'époque, la loi ne prévoyait rien pour les fortes chaleurs. Et effectivement, on avait un cadre qui était assez flou. Et à chaque fois, il fallait, en gros, on était plutôt en réaction, on n'était pas proactif en fait sur le sujet. Et du coup, il serait bien de passer. Et on a reçu en 2021, il y a la Direction générale de la santé qui a sorti un guide en fait pour lutter contre les vagues de chaleur, un plan hors sec entre guillemets, voilà, pour s'adapter. Et du coup, on a un peu travaillé le sujet et on a proposé à la direction d'aller vers un accord canicule qui prévoit en fait, selon des normes de déclenchement qui sont en rapport avec les vagues de chaleur et donc ce que Météo France peut prévoir comme niveau de jaune, orange, etc. Et prévoir justement des adaptations, des alertes, prévoir des adaptations des conditions de travail en fonction de ces alertes en fait. Alors du coup, comment vous adaptez chez vous? Alors en fait, ce qui a été fait, c'est que donc là, c'était le périmètre d'une société qui regroupait 3 entrepôts, donc des entrepôts différents, parce qu'il y a des travailleurs qui sont à l'approvisionnement des magasins, donc c'est des cargaisons qui arrivent d'un peu partout dans le monde, après qui sont dispatchés dans les magasins. Il y en a aussi qui font des préparations web, donc c'est pas les mêmes postes du tout. Donc il a fallu s'adapter aux différentes conditions de travail. Il y a des entrepôts qui sont en équipe, et d'autres qui sont à la journée. Donc pareil, tout ça, ça a été prévu dans l'accord. Et en gros, le but de ça, c'était dès qu'il y avait une vigilance orange ou jaune qui était déclenchée par Météo France, là, il y avait des préconisations, il y avait des choses que l'entreprise devait mettre en place pour garantir la sécurité des salariés. La première, c'était tout bêtement de l'information des salariés sur les risques encourus par la déshydratation, enfin vraiment informer. La deuxième chose, c'était prévoir, quoi qu'il arrive, des ventilateurs, ça peut paraître tout bête, mais des ventilateurs sur les postes qui sont adaptés pour ça. Je pense au préparateur web, par exemple, qui est en place. Également de l'eau fraîche pour l'ensemble des salariés sur le site, que ce soit forcément prévu, ce qui n'était pas forcément le cas toujours, en fait, ce n'était pas toujours disponible dans l'entrepôt. Et puis également le doublement des temps de pause. Les pauses ont été doublées toute la journée, et aussi un décalage des horaires
c'est-à-dire commencer le travail plus tôt tôt dans la journée, aux heures les moins chaudes en fait, parce que pour éviter d'être dans les entrepôts et dans les usines là où il y a les températures les plus élevées. Et alors, vous disiez que c'était uniquement sur certains sites, donc c'est pas un accord que vous avez étendu sur l'ensemble peut-être des magasins aussi ou des sites. Non, alors malheureusement non. On n'est pas l'acteur principal dans le groupe ERAM syndical, et effectivement, on a travaillé là où on était majoritaire et là où on peut travailler avec la direction. D'accord. Très clairement. Les entrepôts en particulier, nous on est implanté depuis 2014 CFDT dans le groupe ERAM seulement, donc voilà, maintenant on est majoritaire au siège, dans les entrepôts, dans les usines, restent les magasins où là, voilà. Et donc là on a vraiment travaillé avec la direction, là où on était présent, et on a essayé de porter devant la direction la possibilité de travailler cet accord dans les différents sites logistiques et industriels. Ça n'a pas été possible. Après, la loi est venue, a changé depuis le peu. décret chaleur de Cependant, 2025. on a agi sur le siège, par contre, où là, il y a environ 800 à 900 salariés, donc c'est à Saint-Pierre-Mont-Limard, dans le Choletais. On a agi aussi sur un accord de télétravail pour accompagner aussi ces problématiques-là, parce qu'en fait, on a des bâtiments qui sont assez anciens, et c'était un gouffre énergétique aussi, que ce soit en hiver d'ailleurs ou en été, pour la climatisation et le chauffage. Et du coup, on a agi, on a proposé des solutions aussi de télétravail pour accompagner. Alors, certes, il y a déjà la problématique du diesel, de l'essence. Les gens, quand ils ne viennent pas 2 jours au travail, ça évite de rouler. Mais aussi, ça a permis de fermer les locaux pendant 2 jours par semaine sur les périodes de forte chaleur pour pouvoir justement adapter aussi les conditions, pour pouvoir que les gens soient mieux chez eux, et puis surtout qu'on consomme moins d'énergie. D'accord. Et alors, donc là, c'était l'accord canicule. Est-ce qu'il y a, parce que le réchauffement climatique, il y a d'autres conséquences dramatiques. Est-ce que vous avez du coup l'idée de travailler sur d'autres aspects En fait, nous, cet accord canicule, il est encore valable. Même si la loi évolue, il est encore valable. Notre but, c'était effectivement de l'étendre, et on va continuer à proposer à la direction de l'étendre sur les différents sites, même si les sites ont changé. En ce moment, il y a un gros renouvellement dans les bâtiments, et de pouvoir continuer sur ce sujet-là pour adapter, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le fait d'avoir signé un accord, ça donnait vraiment un cadre et un process à suivre. Oui. Dans le cas c'est vraiment un trigger, c'est vraiment, il y a un déclenchement, et tout de suite, ça enclenche, même dans les c'est cadré, c'est cadré, et les responsables de sites, très clairement, les directions des différents sites, ils avaient vraiment un cadre très précis sur lequel se baser en cas, là, de forte chaleur en l'occurrence. Oui, et après pour d'autres aspects, d'accord. Merci beaucoup. Christophe Moureau, donc directeur d'agence Pays de la Loire au BTP. Alors vous, quelles sont les initiatives, un peu les démarches que vous avez mises en place, mises en œuvre pour justement adapter vos métiers aux nouvelles contraintes climatiques? Bonjour à tous. Alors déjà un acronyme, OPPBTP, oui. Je vais repréciser ce que c'est que l'OPPBTP. Donc c'est l'organisme professionnel de prévention du BTP. Et sa caractéristique, c'est déjà en fait l'origine du dialogue social, puisque c'est un organisme paritaire créé par le BTP et par les entreprises de BTP. Et donc, en fait, la gouvernance est paritaire. À ce titre, j'ai donc des représentants des patrons et des salariés à ma gouvernance. Donc ça, c'est un élément qui fait que l'essence de l'OPPBTP, c'est déjà le cœur du dialogue social. Concernant leur prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, spécialisée dans le BTP. Et donc, si on revient dans la transition écologique, en fait, comment on l'a abordé sur 2 champs, en fait. Il y en a un qui a été abordé, c'est qu'en fait, on voit que la transition écologique est issue aussi à l'évolution du climat, qui est déjà en route, et donc qui a des effets sur les conditions de travail des collaborateurs. À ce titre, on a bien vu que ces conditions évoluant, il fallait donc parfois réorganiser le travail. Alors ça peut être dans le temps de travail, dans l'aménagement des locaux de travail. Donc un exemple, la réglementation canicule qui est sortie, effectivement en amont de tout ça, on avait été déjà sollicité par les entreprises et les salariés pour voir quelles étaient les pistes pour s'adapter à ce changement climatique.
ou qui étaient des pistes pour améliorer les postes de travail liés à ce changement climatique. Donc on a pu être amené je vais donner des exemples locaux en fait, notamment ce qu'on s'aperçoit par rapport l'humain, l'homme au travail, réagit différemment. C'est-à-dire que, par exemple, on a eu des sujets de malaise liés aux fortes chaleurs. On s'aperçoit que toutes les personnes n'ont pas les capteurs ou les alertes suffisamment tôt parce qu'on n'est pas habitué à ce changement climatique. Alors, il est des fois intéressant d'aller voir ce qui se passe dans d'autres pays. Et donc, on a fait avec une entreprise locale, et donc les collaborateurs et la direction, des tests d'équipement. Alors, ça, l'équipement, au moins pour déclencher l'alerte plus rapidement pour le collaborateur. Alors, c'était une entreprise de travaux publics locale. On a testé ce qu'on appelle des bracelets à forte chaleur que les collaborateurs. Un bracelet, vous dites? Un bracelet? Des bracelets, en fait. D'accord. Donc, on a associé évolution technique et contraintes climatiques pour trouver en tout cas un indicateur supplémentaire pour aider en fait les acteurs du terrain à savoir l'effet sur leur organisme, mais aussi déclencher une alerte. Ça, c'est un exemple très, très pragmatique qui s'est fait, forcément on s'aperçoit que derrière tout ça d'ailleurs il y a ce qu'on appelle le changement, l'accompagnement au changement en fait, et donc d'inciter à la fois les équipes et l'encadrement à tester ce dispositif. Donc ça, c'est un exemple opérationnel qui nous a permis d'accompagner vraiment au cœur de l'entreprise sur le changement climatique. Et ce que je vous dis sur le guide Forte Chaleur, l'idée c'était de sortir un guide. Alors, j'ai bien vu en introduction qu'on a cité la crise Covid et le lancement de ce projet de dialogue social. En fait, pour nous, ça a été, j'ai d'ailleurs un de mes administrateurs qui est présent dans la salle, une période très particulière où il a fallu qu'on soit au plus proche des équipes de terrain, c'est-à-dire des entreprises et des collaborateurs, pour les accompagner. Mais qu'est-ce qu'on fait au lendemain du confinement, moi, gars de chantier, par rapport à ce risque? Puisqu'en fait, il y a eu tout un débat, quand je suis dehors, je ne suis pas exposé. Donc c'était bien notre rôle d'accompagner les entreprises et les salariés pour aborder le sujet et trouver comment on pouvait organiser le travail, est-ce qu'on pouvait continuer à travailler, et sortir ce fameux guide qui est sorti à l'époque du Covid pour les entreprises du BTP. Ça, c'est un autre exemple, si je peux en donner deux, par exemple. Parce que pour vous, c'est une survie du secteur. Quand il fait 40 ou 50 degrés, comment on fait pour continuer un chantier, pour pas que les ouvriers soient tombent comme des mouches, quoi, en gros? Tout à fait. En fait, le raisonnement sur l'organisation de travail, le temps de travail, les technologies permettent aussi de traiter du déchet, mais pas tout. J'ai amené ma boîte à outils, mais on a travaillé ce qu'on appelle sur les équipements rafraîchissants, c'est-à-dire que comment les vêtements de travail peuvent contribuer, et on sait très bien aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sortent, mais encore faut-il qu'elles soient adaptées, donc ça ne passe que par du dialogue, par des essais avec les équipes sur le terrain. Et il y a un autre élément en fait que je n'ai pas abordé là, mais que je voudrais aborder, c'est que en fait, le changement climatique et donc la transition écologique passe aussi par l'évolution des matériaux et des modes de construction. On parle de béton bas carbone, on parle de plus en plus de construction ossature bois. Donc en fait, les métiers évoluent, les méthodes évoluent. Et donc, il faut aussi accompagner les équipes à ces nouvelles méthodes, parce que quand j'étais, je caricaturais, mais maçon, que j'avais l'habitude de faire du mur banché, béton brut, et qu'on change ma nature de béton, on s'aperçoit que les délais de séchage sont différents, donc les risques sont différents, donc il faut réaccompagner les équipes à mieux manipuler ces matériaux, parce que, et donc d'une part pour prévenir les risques, et d'autre part pour adapter le savoir-faire. On parlait de formation, en fait, il y a aussi tout un accompagnement, parce que changer de béton et de nature de béton, ça change aussi les méthodes. Et puis il y a aussi forcément l'adaptation l'organisation du travail sur la journée. Oui. Sébastien le disait, pour commencer peut-être plus tôt. C'est très compliqué aussi pour vous sur les chantiers, par contre. On citait l'État et les collectivités, c'est qu'on voit bien que changer le rythme de travail, ça implique non plus un dialogue social, mais un dialogue public, puisque effectivement, quand on parle de chantier urbain, on a des riverains, et que quand on veut réadapter les horaires de travail, ça pose d'autres contraintes, parce que si je veux démarrer plus tôt et donc de manière plus fraîche, par contre, je vais réveiller le riverain. Donc on est obligé de raisonner aussi, alors, effectivement, sur une période, mais sur des saisons. Et quand on parle aussi, j'ai cité forte chaleur, mais l'actualité nous a réalerté sur le changement climatique et les effets des intempéries, l'événement qui s'est passé en région parisienne, où effectivement on s'aperçoit que les modes et les règles peuvent changer. On voit qu'on travaille aussi maintenant dans les DOM, et effectivement ils ont l'habitude des cyclones, et qu'à un moment donné, effectivement, dans nos
d'organisation, dans nos systèmes d'alerte et dans les dispositions à mettre en œuvre, il va falloir qu'on intègre ces notions-là, parce qu'on n'est pas habitué, même si on a eu quelques cas dans notre histoire proche, sur les 20 dernières années, pour autant, on voit que les cycles sont plus courts. Et ça passe toujours, effectivement, de manière organisationnelle, dans les strates décisionnaires, mais aussi par les équipes, parce que c'est elles qui voient les premiers indicateurs. Donc ça ne peut être un sujet de dialogue social tout à fait. Évident. Tout à fait. Merci beaucoup. Thierry Soulard, donc vous êtes directeur durabilité et développement durable de Sigma. Alors Sigma, donc sur votre site, c'est marqué numérique à impact. Alors déjà, vous allez nous dire ce que c'est que le numérique à impact. Entreprise à mission. Donc on comprend que vous avez déjà intégré des éléments qui concernent la transition écologique. Est-ce que vous pouvez nous présenter Sigma et ces engagements que vous avez pris déjà ? Alors Sigma, c'est une ETI qui a pour siège La Chapelle-sur-Erne, donc juste à côté, on n'est pas très loin. On a environ 700 collaborateurs avec 600 collaborateurs sur le site de La Chapelle-sur-Erne. Et après, on a 4 agences qui sont à Toulouse, Strasbourg, Lyon et Paris. Donc ça vous donne un petit peu le contexte. Et effectivement, alors je remets un petit peu d'histoire parce que c'est toujours intéressant. Sigma Informatique, c'est une société qui est du numérique, qui est née en 72. Alors en 72, pour vous rappeler, c'était les cartes perforées. Donc on voit bien quand même que Sigma a une certaine résilience. Et je vais faire le lien juste après, justement, avec cette résilience et pourquoi on fait ces choix-là. Pour votre réponse à un numérique à impact, alors je ne vais pas revenir sur les effets du numérique. Je pense qu'on commence tous à connaître l'impact du numérique qui devient de plus en plus croissant et qui va continuer à croître de manière exponentielle. Donc ça, on l'a bien intégré et on en est tout à fait conscient. On a été une des premières entreprises sur le territoire à se lancer sur le bilan carbone, c'était en 2009. On a intégré tous les réseaux d'entreprises sur ces sujets-là. On a créé la première association avec pour but le développement durable en France, donc avec les entreprises de La Chapelle-sur-Erne. Donc une entreprise très engagée sur ces sujets. En 2023, on a fait une bascule, c'est qu'on a beaucoup travaillé justement sur notre impact et on voulait passer à une autre dimension, c'est-à-dire comment on agit pour la société. Et d'où ce statut d'entreprise à mission qui est désormais dans nos statuts et qui nous oblige au quotidien, avec 4 objectifs de mission. Je ne vais pas vous les détailler, ça serait trop long, mais un objectif social assez fort, un objectif environnemental également très fort, une transformation de nos activités et jusqu'à la transformation de notre business model. Voilà un petit peu nos 4 objectifs de mission qui sont aujourd'hui fixés au-delà de ça. Le numérique à impact, pourquoi ? C'est d'être conscient de l'impact du numérique, d'être conscient de la façon dont on peut agir sur cette technologie et de l'utiliser à bon escient et pas forcément dans tous les sens. Et c'est de restructurer toute la dimension du numérique autour de ces concepts-là, c'est-à-dire la résilience, la durabilité, donc d'où mon titre aujourd'hui qui nous est cher, et de retravailler tous nos process autour de ces éléments-là. Alors, un exemple quand même, parce que retravailler un process autour de ces éléments-là, ça voudrait une petite explication ou un cas concret. Oui, on va rentrer dans le concret. Le gros sujet aujourd'hui, on a abordé toute la dimension numérique responsable. Alors ça, on en entend beaucoup parler. Donc le numérique responsable aujourd'hui a un label. Donc on a voulu s'orienter vers ce label-là qui s'appelle le label numérique responsable, qui est fait par l'Institut du numérique responsable. Et qui donne en fait un cadre à la fois très global sur comment on pilote le numérique et la stratégie numérique pour une entreprise du numérique comme nous, quels produits et services on peut produire et dans quel cadre. Et bien sûr, ça va jusqu'à la transformation des façons de faire qui va dans l'éco-conception et l'accessibilité qui sont vraiment aujourd'hui le socle en fait, de ce dispositif numérique responsable. Qui va dans la mesure, dans la transformation de développer les solutions numériques, de développer auprès de nos clients et d'accompagner nos clients. Est-ce que ça veut dire, si on pousse la logique, quand vous dites revoir nos produits et services, ça veut dire que vous pouvez vous dire non, ce produit-là ou ce service-là, on ne fait pas parce qu'il est trop consommateur de... Est-ce que ça va jusque-là ? Ça peut aller jusque-là, on n'en est pas encore là aujourd'hui.
C'est dans nos feuilles de route. Là, on a lancé là, le mois dernier un outil d'audit interne qui va nous permettre de mesurer le degré d'éco-conception et d'accessibilité de nos solutions. Donc déjà, on va faire un état des lieux, c'est déjà une première chose. On est aujourd'hui en mesure de mesurer l'impact des serveurs en termes de consommation énergétique de CO2, à la fois dans leur utilisation, mais aussi dans la phase de fabrication qui est finalement la plus consommatrice. Donc on est beaucoup pour le moment sur la phase de mesure, et après on fera évidemment des choix sur la façon de faire, et ça ira aussi dans l'accompagnement des clients, dans le développement des fonctionnalités, c'est-à-dire aller développer des fonctions utiles, utilisées, utilisables. D'accord. Ouais. Ça veut dire presque un conseil pour... C'est ça, alors ça fait partie des objectifs de mission qu'on s'est fixés, c'est l'accompagnement de nos clients dans la transition. D'accord. Peut-être un autre exemple de vos actions en faveur de la transition écologique, et puis après, ça serait la... Alors, il y en a une qui est très forte. On a vraiment une stratégie écologique, et je ne parle pas environnemental, je parle bien du terme écologique parce que je trouve qu'il est important, qui englobe une stratégie bas carbone et qui englobe une stratégie biodiversité. Parce que le numérique a aussi un impact sur la biodiversité, il faut en être conscient. Il y a un gros sujet qui arrive en fond qui va nous impacter fortement, c'est toute la guerre des métaux rares qui va arriver, et ça, il faut en être conscient pour pouvoir être résilient demain. Donc ça, c'est un premier exemple. Et le dernier, c'est tout l'accompagnement qu'on peut faire auprès de nos collaborateurs en termes de sensibilisation, de montée en compétences, parce que tout ce qui est numérique responsable n'est pas dispensé dans les écoles aujourd'hui. Il n'y a pas d'école avec des formations sur l'éco-conception et l'accessibilité, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment aussi d'accompagner nos collaborateurs dans un changement de métier et finalement de compétences, et qui soit aussi en phase avec les valeurs et également la trajectoire de l'entreprise. Alors vous parlez juste un dernier mot, parce que sur biodiversité, par exemple, une action, parce que ça aussi, quand vous dites il y a un véritable enjeu, vous avez une action concrète à nous... L'action, une des actions concrètes qu'on a, c'est l'allongement de la durée de vie du matériel. Et là, ça passe par... On garde nos PC, en fait, les PC les plus puissants passent par nos développeurs, qui après un moment n'ont plus les ressources suffisantes pour pouvoir travailler, donc ça passe sur les fonctions support. On a un service de réparation en interne, on a tout un cycle de retraitement derrière de D3E avec des entreprises adaptées, etc. On a poussé le fil jusqu'à là. Merci. Alors, le rôle des partenaires sociaux dans cet engagement, est-ce que vous avez pu prendre un rôle actif? Et puis voilà, quel a été votre rôle un petit peu dans la mise en place de ces différentes actions? Donc on a un dialogue social qui est plutôt opérationnel. Un bon dialogue social, c'est un dialogue social pragmatique. Et exactement en fait ce que disait Thierry, c'est à travers un nombre important d'échanges, d'écoute des propositions des différents partenaires sociaux, et dont l'UNSA que je représente, qui a permis de faire émerger des mesures concrètes qui sont encore présentes aujourd'hui. On a notamment, il y a plusieurs années, donc un peu plus de 4 ans, introduit à ma demande dans l'accord de l'intéressement une mesure en fait directement liée à un objectif environnemental. Ça a été notamment en fait sur l'abaissement en fait des gaz à effet de serre, c'est-à-dire pour engager tout un collectif, il fallait bien trouver en fait quelque chose qui soit moteur et qui passe également par l'économie et donc le bien-être en fait des salariés. Et pas que pour les managers, pour tous les salariés? Ah, pour tous les salariés. On représente tous les salariés, managers et managés, et tout étage et toute profession. D'accord. Donc ça, c'était une proposition, une revendication syndicale. Exactement. D'accord. Donc ça, vous avez obtenu. Et oui. Il y a d'autres exemples d'impulsions que vous avez pu donner? Dans les impulsions que l'on a, en tout cas dans les rencontres vraiment en fait importantes que l'on a, de métier, j'étais formatrice, donc je participe à la commission formation, et on a souvent en fait des bilans formation aussi. Le CSE est évidemment consulté dans les orientations. Là, les fresques du climat, pour commencer, puis suivi des fresques du numérique à l'ensemble des salariés, et notamment toutes nouvelles personnes en fait, qui entrent dans Sigma, passent en fait par ce cursus. Ça, c'est quelque chose auquel les partenaires sociaux tiennent fortement. Et il y a d'ailleurs des partenaires sociaux, des représentants du personnel, qui sont fresqueurs.
ce qui atteste en fait véritablement d'un lien à la fois dans nos métiers opérationnels et également en tant que représentant du personnel. On l'a également à travers tout le bilan de formation et des actions de formation sur l'éco-conception. Donc pas seulement les personnes qui sont directement concernées par le métier, mais bien toute personne de l'entreprise. Et après, il y a évidemment, le curseur est mis différemment, suivant qu'on est développeur ou simplement utilisateur. Et alors, depuis la loi climat et résilience, hein, les CSE, donc les conseils économiques et sociaux, les nouveaux CE, donc ces CSE ont de nouvelles prérogatives en matière environnementale. Est-ce que vous avez considéré ça comme un nouveau levier? Est-ce que vous en êtes servi? Est-ce que vous êtes formé? Comment vous avez pris cette nouvelle possibilité offerte par la loi? Alors, on a déjà la chance en fait à l'UNSA d'avoir un très bon service de formation, donc qui a permis en fait d'anticiper et de se former en fait dès le départ sur ces sujets. Donc ça, c'est une vraie chance. La deuxième, c'est qu'on est beaucoup dans l'équipe concernée par les sujets environnementaux, ce qui permet d'avoir appréhendé avec un regard très positif l'orientation de l'entreprise vers une entreprise à mission. La deuxième chose... Non, c'est savoir si vous aviez, si vous étiez formé. Enfin voilà, comment vous aviez saisi cette nouvelle opportunité. Oui, donc on est formé également. Donc il y a la BDESES qui inclut en fait désormais des données environnementales. Oui, donc, on rappelle quand même ce que c'est la banque de données économiques, sociales et environnementales. Voilà, et environnementales. Merci. Et donc, dedans, on peut donc regarder, évidemment, questionner la direction, et notamment Thierry Soulard sur la direction du développement durable. Et ça permet quand même de pousser le dialogue assez loin. On a également tout le projet lié à la durabilité de nos outils de travail, qui est également passé en fait par le biais du CSE sur des présentations et des validations d'orientation, et surtout tout le circuit de upcycling, c'est-à-dire en fait tout ce qui part de l'entreprise pour en faire autre chose, également donc qui continue en fait à faire un lien avec le reste de la société. Donc, ce qu'on entend dans votre témoignage, à tous les deux, c'est à la fois une direction moteur, mais aussi des élus qui se sont véritablement emparés du sujet, qui se sont formés. Voilà. Et donc, la formation va plus loin, puisqu'en fait, désormais, on s'est rapproché également de la direction pour pouvoir faire un bilan carbone du CSE. Donc on n'est absolument pas obligé de le faire, mais en tout cas le sujet nous intéresse. Oui. Oui. Et le sujet du renoncement peut aller plus vite en fait sur un CSE, sur certaines de nos activités peut-être trop consommatrices, et par conséquent on pourra faire en fait le choix du renoncement sur celle-ci, et puis également regarder ce que l'on peut faire de mieux ou aller vers des solutions de compensation en fait éventuellement aussi, même si c'est pas la première impulsion, mais ça peut être... Alors, vous dites donc le CSE, vous avez fait votre bilan carbone, vous parlez de renoncement quoi, de certaines activités, par exemple, vous ne proposez plus des allers-retours à New York sur 3 jours, c'est ce genre de choses? Alors, on a déjà renoncé depuis longtemps parce qu'on est vraiment une entreprise à mission. On est persuadé en tant que partenaires sociaux que voilà, on ne peut plus faire cela. Par conséquent, tout ce qui était de l'ordre du voyage en fait a été supprimé. Et puis, on a été aussi sur des demandes en fait NAO sur par exemple les mobilités douces. La possibilité en fait d'intégrer le covoiturage de 2 jours dans la possibilité d'obtenir le forfait mobilité. Donc ça c'est une vraie revendication qui a vraiment reçu en fait un très bon accueil et qui a été acceptée. On a également croisé en fait plusieurs choses. Donc d'un point de vue en fait de l'entreprise avec des objectifs environnementaux, nous aussi, et sur par exemple le télétravail. Augmenter en fait les jours de télétravail, notamment par rapport à la canicule. Donc sur Bulletin Météo, on a des jours volants que l'on peut mettre en place pour mettre en sécurité les personnes et également pour venir abaisser notre bilan carbone sur de la clim partout. Et puis on a le vendredi également qui est issu des NAO, et donc le vendredi est principalement télétravaillé par 90% des personnes de l'entreprise. Seules celles qui ne veulent pas se trouver en fait isolées psychologiquement éventuellement, ou n'ayant pas la possibilité de le faire chez eux, ou ne le souhaitant tout simplement pas, peuvent venir dans 2 de nos bâtiments qui restent ouverts sur les 9.
Et tout ça, vous avez signé des accords pour ça, accord mobilité durable, accord télétravail, j'imagine. NAO, voilà. Donc D'accord. tout ça en fait sont issus en fait d'accords ou de NAO, et donc les NAO sont évidemment faits par les partenaires sociaux et la direction. Bon, on sent que chez vous, le dialogue social, c'est plutôt... ça marche. Toutes ces mesures en fait sont issues d'un dialogue social des dernières années. On espère en fait, et en tout cas on s'attache à ce qu'il reste cette année et pour les années futures, clairement. Eh bien, écoutez, merci à tous les quatre. Alors, ne partez pas parce que... Alors oui, on peut... On va en profiter, on a un petit peu de temps pour des questions dans la salle. Je crois qu'il y a des micros. Mathilde, Mathéo, je crois, étaient requis pour les micros. Voilà, donc on a une dizaine de minutes au moins pour des questions. Profitez-en. Parce qu'on a zappé la première salve de questions tout à l'heure parce qu'on était un peu en retard. Et surtout, si vous pouvez vous présenter et votre question. Merci. Oui, bonjour à tous, je suis Adrien Gaillard du syndicat Printemps écologique, du syndicat de salariés. J'ai une petite question sur vos interventions, vos dernières interventions. Vous parliez de transformer le business model et côté CSE, entre autres, de la partie de renoncement. Est-ce que ce sujet de renoncement a été aussi interrogé dans la transformation du business model de l'entreprise ? Alors, j'aime pas parler de renoncement. Moi, je parle de choix. En fait, ce sont des choix qu'on fait, c'est pas des renoncements, c'est des choix stratégiques qu'on fait. Oui, c'est abordé, c'est un sujet qu'on commence à traiter. Pour l'instant, on n'ira pas sur le choix des clients. On ne peut pas se permettre ce genre de choses, parce qu'il y a aussi un équilibre social et économique à avoir. Il y a des choix à faire. Par contre, il y a des choix qui sont faits auprès des fournisseurs, auprès des partenaires avec qui on est aligné ou pas. Typiquement, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Ethics sur la partie infogérance, sur la partie hébergement, qu'on a volontairement choisi, parce qu'il a les valeurs qui sont en adéquation avec nous sur sa stratégie climat, etc. Donc oui, c'est une thématique qu'on commence à aborder, mais qui n'est pas la plus simple et qui ne doit pas être uniquement pilotée d'une vision environnementale, et il faut vraiment avoir cette vision systémique pour vraiment l'avoir pleinement en tête. Alors, il y a une question. Alors, attendez. Hop. Monsieur, oui. Bonjour à tous, Marc Maradour, je représente les employeurs de l'économie sociale dans cette enceinte et merci en tout cas pour vos interventions. Je préside par ailleurs une entreprise adaptée qui emploie 500 salariés, dont un certain nombre de personnes en situation de handicap, vous en avez parlé tout à l'heure, qui est sous forme de société coopérative d'intérêt collectif. J'avais une question, là je viens à ma question, un peu de présentation qui est relativement courte. Vous avez parlé d'entreprise à mission. Comment vous avez embarqué l'ensemble du personnel et comment vous vous êtes pris pour le faire et comment vous avez intégré cette dimension de transition écologique dans votre démarche? Merci. Alors, ça va être très long. Si je vous refais toute la démarche d'entreprise à mission, ça peut être très long. On va dire qu'on a travaillé en collectif de direction sur la raison d'être, déjà pour repartir de l'ADN et repartir d'un élément qui était structurant pour nous. Une fois qu'on a bâti cette raison d'être, on a passé beaucoup de temps auprès des équipes et des collaborateurs pour la partager, pour l'expliquer, parce que chaque terme était pesé et avait un sens derrière qui pouvait ne pas être compris. Donc on a passé facilement 3-4 mois sur ces sujets avec pas mal d'allers-retours, qu'un premier temps d'échange des managers avec leur équipe pour présenter la raison d'être, récupérer leurs retours, leurs ressentis, et un deuxième retour pour préciser et continuer, et parce que c'est fondamental dans une entreprise à mission d'avoir cette structure-là. Ensuite, on a été travailler les objectifs de mission, donc là on a embarqué plus largement, cette fois-ci, les managers, parce que ça nécessitait des spécificités d'activité, de métier, etc. Donc là, on a beaucoup travaillé avec le collectif managérial. Et après, de la même façon, on est retourné auprès des collaborateurs pour leur challenger ces objectifs de mission et pouvoir les enrichir. Et on a réussi donc enfin notre challenge de pouvoir lancer ces objectifs d'émission qu'on avait déclinés. Alors nous, on appelait ça des déclinaisons. Il y avait 4 objectifs d'émission avec 3 déclinaisons chacune. Et les collaborateurs pouvaient s'inscrire volontairement sur une thématique qui les intéressait sur ces engagements-là.
Donc on a eu, donc sur 700 collaborateurs, on a un peu plus de 180 collaborateurs qui sont engagés de manière volontaire, hein, parce que c'est du temps aussi à donner, pour travailler sur ces thématiques-là, qui vont d'une relation humaine authentique et différenciante à la comptabilité triple capital, à la transition environnementale de Sigma, etc. Donc plutôt un embarquement assez positif, mais on a aussi un vécu qui nous permettait, et des bases solides qui nous permettaient de faire ça. Monsieur. Oui, bonjour, merci. Frédéric Doreau, je représente l'ARAC, qui est l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Merci pour l'initiative et vos témoignages. Je voudrais me permettre juste quelques réactions effectivement sur le sujet, sur l'articulation effectivement transition écologique et ces sujets du travail. Je me faisais une petite remarque par rapport au titre de la rencontre d'aujourd'hui, le dialogue social au service d'une transition juste. Je me disais, est-ce qu'on pourrait envisager de toute manière de mener une transition écologique qui serait injuste? Est-ce que ce serait tenable pour les entreprises? Je pense que ça passe pas. Donc je pense qu'il n'y a pas le choix, de toute façon. Comment une entreprise garderait des personnels et les engagerait dans une démarche qu'ils percevraient comme injuste? Donc je pense qu'il n'y a pas le choix. Il faut passer effectivement par du dialogue social, du dialogue professionnel. Vous avez beaucoup développé l'impact effectivement de changements climatiques, transition écologique sur les conditions de travail à travers par exemple le réchauffement climatique. Je pense qu'on peut prendre les choses aussi dans l'autre sens. Dans un certain nombre de cas, ça va sans doute être en travaillant autrement, en modifiant l'organisation du travail par exemple, la manière dont les méthodes de travail, qu'on va trouver des issues, par exemple pour économiser de l'énergie, par exemple en travaillant sur les horaires et donc l'impact sur les mobilités, etc. Il y a déjà des entreprises en région qui travaillent de cette manière-là. Donc à mon avis, c'est à double sens qu'il faut prendre le sujet. Et également revenir sur ce qui a été évoqué à l'introduction, sur le fait qu'on se situe aussi dans un contexte où il y a d'autres enjeux. La population vieillit, on a un écart de plus important avec des jeunes qui voudraient bien trouver leur compte dans les entreprises, des salariés qui peut-être pourraient aller un peu plus loin jusqu'à l'âge de la retraite dans un certain nombre de secteurs. On a aussi des changements liés au numérique. On a aussi des questions d'attractivité des entreprises, des attentes vis-à-vis des formes de management un peu différentes RH. Donc l'enjeu du dialogue social et professionnel, à mon avis, au-delà de prendre en compte des impacts sur les conditions de travail, c'est d'articuler en même temps, dans les projets et dans les situations de travail, ces différents enjeux. Voilà. Donc il y a vraiment, et ça se fera, effectivement, à mon avis, que de cette manière-là. Et puis un petit clin d'œil sur un dernier point aussi, les partenaires sociaux dans l'accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail ont fait une définition sur le sujet. Il y a un élément clé de cette définition, qui est que la qualité de vie au travail, elle a un élément central, qui est de pouvoir s'exprimer pour pouvoir agir sur son travail. Et ben voilà une belle occasion, à travers ces sujets et ces projets de transition écologique, de mettre au cœur effectivement la réflexion sur la manière dont on organise le travail, dont on agit sur les situations, dont on se mobilise sur des projets, pour effectivement, finalement, faire simplement de la qualité de vie au travail en se mobilisant sur des projets très inspirants finalement. Voilà. Et juste je termine là-dessus pour dire, voilà, l'ARACT est effectivement au rendez-vous. C'est inscrit dans notre programme d'activité 2026 que de travailler avec les partenaires sociaux, avec des financements État-région sur ces sujets, sur les territoires ou les secteurs. On n'est pas regardant, les deux nous vont bien. Merci pour votre témoignage. Je me disais justement, finalement, ce qu'évoquait monsieur sur l'attractivité, vous ne l'avez pas fait pour ça, mais vous devez, ça fait partie aussi aujourd'hui de vos préoccupations. C'est-à-dire, oui, bien sûr, parce que alors, on est dans un marché de l'emploi du numérique qui est particulièrement tendu, alors un peu moins en ce moment vu le contexte économique, mais c'est un marché qui est tendu. Donc à un moment, on ne peut pas forcément, nous, en tant que TI, s'aligner sur des salaires de grandes entreprises. Donc oui, on a besoin d'avoir de l'attractivité, de l'importance. Après, on a ce projet d'entreprise à mission, il capte pas tout le monde, hein. Enfin, faut être clair. Et heureusement, parce que de toute façon, je pense qu'on ne travaillerait pas avec ces personnes-là, parce qu'il nous faut des personnes qui sont convaincues, qui sont embarquées sur le projet. Alors, monsieur... Alors, oui, allez-y. Donc, Éric Ivamar, président de l'UD44 CFE-CGC. Moi, j'ai une question toute simple et pratique, pratico-pratique. Donc, vous avez parlé de la mutation chez vous et de la prise en compte de la transition écologique. Donc, voilà, il y a tout un tas d'actions. Mais vous avez des clients. Et moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est quel est l'impact direct et comment vos clients ont réagi par rapport à votre investissement.
Alors là aussi, c'est très variable. On a des clients qui n'ont rien à faire. Oui, c'est bien. Vous êtes entreprise à mission, c'est magnifique, c'est parfait. Par contre, on en a d'autres qui sont très attentifs à ce qu'on fait. Alors, il y en a qui sont soumis à la CSRD, donc il y en a encore qui y sont soumis, pas tous, hein, mais on voit que ceux-là sont particulièrement très attentifs à ce que peuvent faire leurs chaînes de valeur. Donc là, on voit bien que ça peut être aussi un avantage. Et l'accompagnement de nos clients dans cette transition, elle est particulièrement intéressante pour des clients avec qui on va faire du sur-mesure, où on va aller les accompagner en fait, et ils s'aperçoivent très rapidement que la transition écologique et les apports environnementaux, c'est aussi des apports économiques. Donc finalement, ils le voient d'un très bon œil, et on voit bien que ceux qui l'ont touché du doigt se lancent beaucoup plus fortement sur ces sujets-là. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Là-haut. Ah, monsieur. Tiens, Mathilde, si tu peux passer le micro. Merci. Bonjour, je m'appelle Luc Verstraat. J'ai juste parlé, je j'appartiens à un think tank qui s'appelle le Shift Project. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Donc d'un certain monsieur Jean Covici. Voilà, mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, non. Non, mais voilà, on est. Voilà, donc je vous invite à regarder, ce qui est pas intéressant pour les gens, le plan de transformation de l'économie française qui se décline en différents rapports. Je sais bien que chaque acteur, on ne peut pas tout faire là où on est, mais ce qui est très important pour moi, c'est une vision systémique. On a parlé beaucoup de transition écologique, ce qui pour moi, on parle de réchauffement climatique, mais ce que nous, on insiste au Shift, c'est les aspects limites de la planète, qui a déjà été évoqué ailleurs, hein, mais les métaux et tout ça. Et donc, on va avoir une problématique qui est peut-être un sujet un peu compliqué, mais de décroissance ou de sobriété, de résilience et de robustesse. Et ça, j'invite tous les partenaires sociaux, dont j'ai aussi été partie, hein, à préparer ça, parce qu'on ne peut pas raisonner dans un business model qui va chacun croître dans son coin. On va probablement avoir des situations extrêmement complexes à gérer dans les 10 ou 15 ans à venir, de la résilience des territoires. Je n'ai pas la solution, mais on est un certain nombre de gens à travailler là-dedans. Voilà. Donc vous prononcez un mot important, sobriété. Alors c'est vrai que... Je vais juste rebondir, moi j'aime beaucoup votre terme et je l'utilise beaucoup, c'est robustesse. Et c'est vraiment le sujet, c'est la robustesse aussi des entreprises et des hommes qui la composent. Et c'est comment on garantit cette robustesse de demain. Donc je partage complètement le terme. Et pour rebondir, donc, monsieur du Shift, donc, vous venez de sortir un très très intéressant rapport sur l'IA et la non-soutenabilité. Voilà, si on continue à développer l'IA à ce rythme et ainsi, on fait exploser le système, l'électricité et tout. Bon. Ah, pardon, attendez, si vous... Avec le micro, ce sera mieux. C'est bon ? Nucléaire, oui. 15 tranches de centrales nucléaires pour son IA. C'est ça. Donc vous disiez le patron de Google, non, c'est Eric Schmidt. Eric Schmidt, le patron de Google qui demande, oui. Mais ce sera intéressant de poursuivre l'échange après les tables rondes. Il y a une dernière question peut-être, parce qu'on va vous demander de contribuer par un autre moyen après. C'est OK pour vous ? Écoutez, merci infiniment. Merci de ces témoignages. Alors, donc, je vous disais qu'on allait vous faire participer un petit peu autrement, parce que c'est très important aussi de vous entendre, d'entendre vos idées, d'entendre vos idées et vos attentes sur ce sujet. Donc, je vous invite maintenant à prendre vos iPhones. Et oui, alors vous les rallumez si vous les aviez éteints. Vous avez tous les iPhones. Voilà. Donc, rallumez vos iPhones. Si vous pouvez scanner le QR code, et si vous n'y arrivez pas, vous allez sur le site penti.com, vous tapez ce numéro. Donc, l'idée, là, c'est de pouvoir participer
Donc, vous allez avoir 4 questions successivement qui vont vous être posées. Et l'idée, c'est, par vos réponses, c'est de nourrir, enrichir les réflexions des groupes de travail. Donc voilà, ce qu'on vous demande, c'est pas juste un petit jeu quiz rigolo, c'est vraiment pour enrichir ces réflexions, voir ce qui vous intéresse. Et donc, au final, il y aura une synthèse et on pourra vous partager les résultats complets. Voilà. Donc, est-ce que vous y êtes ? Et je crois que les questions vont s'afficher l'une après l'autre. Et alors, si vous avez des problèmes, vous pouvez lever la main. Des personnes dans la salle viendront vous aider. Je pense que vous êtes assez doués pour que ça marche. Alors, par exemple, la première question, avez-vous des exemples d'initiatives réussies de dialogue social en entreprise en lien avec les enjeux de transition écologique ? Ah, non, 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 non. C'est intéressant. Alors, accord mobilité quand même, pas vraiment. Kilométrique. Nord 6, oui, intéressant. Mobilité douce. Les collectifs de travail. En place d'un plan canicule, accord télétravail. Limitation d'impression et critères intéressement. D'accord. Limitation d'impression papier. Critères d'intéressement. Bon. Non, non, non. Non, pas réellement. Non, non, pas vraiment. Oui. Donc quand Jonathan Semelin disait c'est encore embryonnaire, je pense que ça... On a la... Forfait mobilité... Mission CSE, développement durable. Les véhicules société. Alors, les personnes qui mettent oui, peut-être si vous pouvez juste rajouter, ce serait sympa. Comme ça, on aura des éléments plus concrets. Le passage de mon entreprise en société à mission. On retrouve l'entreprise à mission. FMD télétravail. Et Purina. La stratégie. Mobilité. On a beaucoup de choses autour de la mobilité. Recyclage. Mobilité. Semaine de 4 jours. Épargne salariale, critères CSR. Mais il y a beaucoup de choses en fait là-haut. Le pôle intéressant. Horaire d'été. Oui, quand il fait chaud, ça doit être ça. Ne rien acheter sur Temu. Excellent. Bilan carbone. Label Lucie, ça c'est intéressant. Label Lucie pour l'Association du champ du handicap. Et j'ai vu aussi un sujet pas du tout abordé. Alors, deuxième question. Quand on parle de transition écologique dans le monde du travail, quels sont les enjeux prioritaires à aborder ? Développement des compétences, conditions de travail, investissement, innovation. Je vous laisse réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Comment ça va se stabiliser ? Bon. Alors, développement des compétences et conditions de travail, quand même, arrive en tête. Voilà, donc on a à peu près les thèmes prioritaires. Alors, selon vous, quel rôle le dialogue social, quel rôle, au pluriel, le dialogue social peut-il jouer dans la réussite de la transition écologique ? Anticipation des impacts,
sur les emplois et les compétences, accompagner les transformations. Alors. Ah, c'est intéressant, accompagner les transformations dans les entreprises. Participation. Garantir une transition juste pour toutes et tous, qui arrive aussi. Un petit peu plus faible pour favoriser l'innovation et l'expérimentation. Et alors, l'autre question, en un mot, selon vous, le dialogue social de demain devra être, donc un mot. Vert, oui. Pertinent. Constructif. Paritaire. Rentable. Pragmatique. Robuste. Un mot qui revient beaucoup maintenant, robuste. Réel constructif. Constructif. Sincère, j'aime bien le mot. Ah, plus féminin quand même, en tout petit là. En tout petit. Du bon sens. Incontournable. Alors, non partisan. Audacieux. Partagé. Ah, le plus féminin un peu grossi, merci mesdames. Évident. Innovant. Territorial. Éclairé, humain. Ah, mais vous avez... Alors, financé, oui. Financé. Authentique. Transparent. Respectueux. Diversité quand même en tout petit, oui. Ben super, merci beaucoup pour votre participation.